2024 est la 75e saison de l'histoire de la Formule 1. Quand on évoque ceux l'ayant écrite, bon nombre de pilotes sont cités. Des Hamilton ou Schumacher aux 7 titres de champion du monde, des Senna ou Clark au coup de volant magique, ou des Prost et Lauda à l'intelligence de course irréprochable. Mais la F1 et son histoire, c'est bien plus que des pilotes. Ce sont des ingénieurs, des chefs d'équipe, mais aussi des politiques et des commerciaux. Alors, je me suis posé une question. Quelles sont les personnes les plus influentes de l'histoire de la F1? Bienvenue dans ce nouveau top 10. Quelles sont les personnes ayant eu le plus gros impact dans l'histoire de la Formule 1? Eh bien, c'est une question complexe, et à l'image des plus grands champions du monde, c'est une question qui est soumise à beaucoup d'interprétations. Oui, contrairement à un top 10 basé sur des stats où, de fait, c'est très factuel, là, c'est très subjectif. Et c'est une question tellement ouverte que réduire le top à seulement 10 places serait une erreur. C'est pourquoi, exceptionnellement, ce top 10 sera un top 20. Alors bon, les plus malins d'entre vous me diront que dans un top 20, il y a un top 10. Oui, taisez-vous. Donc, je me suis creusé la tête et j'ai noté tous les noms qui me semblaient judicieux d'évaluer, sans trop pouvoir dire clairement où se situe la limite. Prenons un exemple, Abu Dhabi 2021, qui est un Grand Prix pour le moins polémique. On peut dire, par extension, que Latifi et Schumacher ont eu un impact important sur le dénouement d'un championnat par leur accident ayant provoqué un drapeau jaune et une safety car. Pouvons-nous les intégrer dans ce classement? Parce que possiblement, certainement que sans cet accident, Hamilton aurait gagné la course et son 8e titre mondial, du coup il serait au sommet des stats. Je pense qu'on est d'accord pour dire que Nicolas Latifi et Mick Schumacher n'ont pas leur place dans ce classement. En revanche, Michael Masi, directeur de course ayant décidé de l'intervention de la safety car ainsi que des aménagements qui ont suivi, autorisés par le règlement, a eu plus d'impact. Mérite-t-il sa place dans le top 10, enfin dans le top 20? Eh bien pour certains d'entre vous, peut-être, certainement, parce que c'est quand même un événement très récent et très marquant, mais pas pour moi. En tout cas, il mérite quand même d'être cité. Si les pilotes sont souvent mis sur un piédestal, de par leur exposition en piste et les inspirations qu'ils suscitent, il serait injuste, comme je disais, que le poids de 75 ans d'histoire repose uniquement sur leurs épaules. Ainsi, parmi les 25-30 noms que j'ai couchés sur le papier, on trouve des pilotes bien sûr, mais aussi des ingénieurs, des directeurs d'équipe, des politiciens et même un journaliste. Et si d'une période à l'autre je pourrais réadapter les positions de ce top 20, comprenez par là que par exemple le 15e d'aujourd'hui pourrait être 13e plus tard et à nouveau 15e encore après, j'essaie de donner un maximum de cohérence. Mais bon, c'est pas non plus infaillible, hein, c'est très subjectif, hein, je me répète. Et donc considérez par là que le 15e n'est pas nécessairement 15e, mais il est autour de la 15e place. En fait, je ne suis sûr que de la position du premier qui, pour moi, est indéboulonnable. Bref, commençons. Numéro 20, Lewis Hamilton. On ne peut pas ne pas mettre Hamilton dans ce top 20, parce que 7 titres de champion du monde, 10 avec des si, plus de 100 victoires et pole position, ça ne passe pas inaperçu. Lewis, c'est peut-être le plus grand talent naturel de la F1, et incontestablement le meilleur pilote de sa génération. Un pilote capable de rester au sommet pendant 15 ans et qui a décroché au moins une victoire par saison entre 2007, sa première année, et 2021. Après, on peut citer sa rivalité avec Alonso ou avec Rosberg qui ont façonné l'image de la F1 pendant plusieurs saisons. Et avec une telle présence au sommet et une telle importance chez Mercedes, on se doute bien que pas mal de grandes décisions de la marque à l'étoile ont été influencées par Hamilton et donc, par extension, cela a déteint sur la F1. Et l'histoire continue de s'écrire et va prendre une toute autre tournure avec Ferrari. Numéro 19, Juan Manuel Fangio. Il y a un début à tout et cet Argentin est la première légende de la F1. Fangio inspira le respect et sera entouré d'une aura froide et glaciale. C'est lui qui posa les bases de ce que devait être un pilote de Formule 1. Un immense talent mêlé à un instinct hors du commun et on obtient des moments de génie. Monaco 1950, Argentine 1955 ou encore Nürburgring 1957. 5 titres de champion du monde. Un record qui tiendra pendant presque 50 ans et une source d'inspiration immense pour toutes les générations qui suivront. Il n'y a qu'à voir le respect et l'admiration que lui vouait Senna, entre autres. Straordinario il cinturato Pirelli. Non ho mai trovato un pneumatico di normale produzione con una miglior tenuta di strada. Numéro 18, Charlie Whiting. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand chose, mais il s'agit du directeur de course historique de la F1.
Charlie nous a quittés en début de saison 2019, juste avant le Grand Prix d'Australie et le lancement du championnat. Mécanicien de formation, Charlie grimpera les échelons jusqu'à rejoindre Bernie Ecclestone chez Brabham, où il officiera pendant 10 ans avant de prendre des responsabilités au sein de la F1. Délégué technique, puis directeur de course à la fin des années 90. Et il serait assez injuste de réduire Charlie au rôle de... c'est lui qui donne le départ et qui envoie la safety car en piste. Déjà, en soi, si t'es celui qui envoie la safety car en piste pendant plus de 20 ans en Formule 1, c'est déjà énormément d'influence, car imaginez le nombre de grands prix modelés par cet outil. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Puis, en soi, par exemple, Indianapolis 2005 porte sa signature dans le retrait des voitures équipées de pneus Michelin. Mais Charlie avait d'autres responsabilités souvent associées à la sécurité, et il est l'un des responsables de l'introduction du halo. Puis c'était l'autorité sportive de la FIA, et Whiting a toujours été proche des pilotes. Homme pas forcément connu du grand public, mais dont la F1 lui doit beaucoup. Numéro 17, Hermann Tilke. Et oui, mine de rien, la majorité des circuits sur lesquels évolue la Formule 1 depuis presque 30 ans ont été designés par Hermann. La Heinzring est son premier gros chantier, puis des Sepang, Hockenheim, Bahreïn, Shanghai, Istanbul et quasiment tous ceux qui sont entrés au calendrier par la suite sont le fruit de son travail. Ainsi, la F1 et le sport auto lui doivent beaucoup car il est l'un des responsables de l'avancée de la sécurité sur les circuits. Avec de grandes zones de dégagement, de l'asphalte et même des chicanes par exemple. Des choses qu'on critique, moi le premier, parce que des circuits de parking ce n'est pas vraiment ce qu'on a envie de voir. Mais c'est là, et c'est lui. Alors oui, il respecte un certain cahier des charges, mais c'est lui qui est derrière bon nombre de circuits à travers le monde. Numéro 16, Luca Di Montezemolo. Ferrari, c'est une institution, un mythe, pour certains même la définition de la F1. C'est une image forte et symbolique qui a marqué la Formule 1 par sa présence et ses succès. Et derrière ces derniers, c'est bien souvent caché Luca Di Montezemolo. Bras droit d'Enzo, il a pris et redressé la Scuderia dans les années 70 au point de remporter les titres mondiaux avec Lauda en 75. Après diverses activités, notamment chez Fiat, il deviendra le président de Ferrari en 91. C'est lui qui a recruté Jean Todt en 93 et qui a donné aux Français carte blanche pour revenir au sommet. Et quand on connaît l'importance de Ferrari dans les décisions de la F1, la place de Di Montezemolo n'est pas volée. Numéro 15, le professeur Sid Watkins. En 1978, Bernie Ecclestone recrute ce neurochirurgien pour la F1 dans l'optique d'améliorer la sécurité dans une époque où de trop nombreux noms sont pleurés. Sid Watkins devient rapidement une figure très importante du paddock, à qui l'on doit de nombreuses améliorations pour la sécurité. Comme un centre médical, la medical car au départ derrière la meute, et tout un tas de procédures qui ont contribué à rendre le sport automobile plus sûr. Puis Sid Watkins, c'était une présence rassurante pour tous les pilotes. Une figure presque paternelle et réconfortante pour ces derniers. Si, malgré sa présence, plusieurs pilotes sont disparus, les actions de Sid Watkins ont permis de sauver pas mal de vies. Gerhard Berger ou Mika Hakkinen pour ne citer que. Le genre de personne capable de décrocher un sourire à Button sévèrement accidenté à Monaco. Bref, Sid Watkins, ce sont des actions importantes et une aura légendaire en F1. Numéro 14, Michael Schumacher. Si Hamilton intègre le top 20 par son palmarès, Schumacher doit y accéder également. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas classer l'Allemand 20e et l'Anglais 19e, vu que ce dernier a plus de victoires, de pôles, etc. C'est parce que Schumacher doit sa présence pour d'autres raisons. 7 titres de champion du monde et plus de 90 victoires permet à ces deux monstres d'être évoqués sans l'ombre d'un doute. Mais le côté plus politique de Schumacher, dans sa généralité, le classe plus haut. En tout cas, c'est l'une des raisons. La gestion des médias, la langue de bois, mais aussi les polémiques, Adélaïde, Jerez ou Monaco, l'influence de Schumacher est énorme. Une aura très particulière présente dans le paddock pendant plus de 20 ans. Puis, par sa préparation physique et son sens du détail, Michael redéfinira ce que le métier de pilote de Formule 1 incombe. Autre fait notable, il est l'un des principaux acteurs de la domination de Ferrari, et quand on voit d'où les rouges partaient et à quel point il est difficile de gagner avec Ferrari, je pense que la place de Schumacher est justifiée. Peut-être le pilote le plus complet de tous les temps. Numéro 13, Jackie Stewart. Pour porter un message et faire avancer les choses, il faut du courage. Sur le plan de la sécurité, la F1 doit beaucoup à Jackie Stewart. En 1966, à Spa, l'Écossais est victime d'un terrible accident. Coincé dans sa voiture retournée, maculé d'essence, le sort de Jackie aurait pu être bien pire. Retrouvé tardivement en contrebas de la piste, les conditions dans lesquelles il sera pris en charge le pousseront à lever la voix. La perte de son ami Jim Clark lui donnera aussi du crédit, et grâce à lui, les pilotes feront front et s'uniront pour obtenir gain de cause et diminuer les risques. Puis Jackie, c'est aussi le premier vrai professionnel,
qui orientait son mode de vie autour de la course et de la compétition pour répondre, mieux que ses adversaires, aux demandes de ce sport. D'où ses 3 titres de champion du monde et ses 27 victoires, un record à l'époque. Numéro 12, Niki Lauda. L'influence de Lauda s'étend sur plusieurs décennies. En tant que pilote, déjà, c'est un des plus grands talents de la catégorie avec une intelligence de course très développée qui lui a permis de décrocher 25 victoires et 3 titres de champion du monde. Une méthode qui fera passer un précieux cap à Alain Prost après leur confrontation de 84, où Niki est sorti vainqueur bien qu'il fût moins rapide que son jeune équipier. Mais Lauda, c'est surtout un mental d'acier et une source d'inspiration inépuisable. Aux portes de la mort lors du Grand Prix d'Allemagne 1976, sa détermination lui permettra non seulement de survivre, ce qui est déjà bien, mais aussi de revenir 6 semaines plus tard à la compétition, terminer 4e du Grand Prix d'Italie et lutter pour le titre jusqu'à la dernière manche au Japon où il décidera d'abandonner. Parce qu'aussi, Niki, c'est un caractère bien trempé qui fait ce qu'il dit. Son retrait volontaire à Fuji est évidemment mémorable, mais également son brusque départ de Ferrari fin 77 ou de Brabham en 79. Son retour en 82 ne l'est pas moins. Aussi, Niki, c'est une influence après son passage derrière le volant. Une voix précieuse pour les pilotes et le GPDA après les drames de 94 et qui sera donc un acteur majeur des améliorations de la sécurité. Une voix qui porte et un vrai leader naturel. L'un des responsables de la rébellion des pilotes à Kyalami en 82 d'ailleurs. Enfin, Lauda, c'est plusieurs rôles au sein de différentes équipes. Ferrari ou Jaguar certes, mais surtout Mercedes. C'est lui qui a convaincu Hamilton de rejoindre l'étoile en 2013, un choix de carrière risqué qui s'est soldé par l'une des plus grosses dominations de l'histoire du sport. Et puis, sans lui, certainement que la situation tendue entre Hamilton et Rosberg aurait davantage dégénéré. Il n'y a pas beaucoup de personnes dont les exploits résonnent au-delà de la sphère sportive. Niki Lauda en fait partie. Numéro 11, Adrian Newey, l'ingénieur le plus titré de la Formule 1 au coup de crayon magique. Peut-être le plus grand ingénieur que la F1 ait connu. Alors, pourquoi seulement 11e? Parce qu'Adrian ne déborde pas. Il reste dans son rôle et le sublime. L'une de ses premières influences sur la Formule 1, c'est sur le design de la March de 88, en avance sur son temps par la fluidité de ses lignes. Ensuite, Adrian, remercié par cette même écurie March, sera récupéré par Williams et contribuera au bond en avant de l'écurie de Frank. Ainsi, il connut ses premiers succès, ses premières victoires et ses premiers titres. Mais la rigidité de l'organigramme Williams le poussera à regarder ailleurs. Et à gagner ailleurs. Avec McLaren dès 98, pas pour rien qu'après 97, Williams s'est effondré. C'est parce qu'Adrian était parti. Bon, pas que, mais c'est une des principales causes. Après son passage chez McLaren, dont la voiture de 2005 est peut-être sa plus belle œuvre, quoique difficile de juger, il sera recruté chez Red Bull et profitera d'un changement de réglementation pour rafler des titres avec une 3e équipe différente. Et aujourd'hui, si Red Bull est de nouveau au sommet, enfin moins depuis quelques mois, Newey n'y est pas étranger. Il est même l'un des principaux responsables. En partance pour Aston Martin, là encore, l'histoire n'est pas finie. Numéro 10, Jean-Marie Balestre. Dans les années charnières que sont les décennies 70 et 80, un homme prenait de plus en plus de pouvoir. C'était Bernie Ecclestone. Pour le contrer, un homme, Jean-Marie Balestre. La F1 doit beaucoup à Jean-Marie, notamment pour la sécurité, mais aussi pour son rôle crucial dans le conflit FISA-FOCA. Inflexible, irritant et tête de mule, Balestre sera l'un des principaux acteurs de la F1. De plus, il cumulera un temps 3 mandats. Président de la FIA, de la FISA et de la FFSA, un monopole d'un certain point de vue qui lui permettait d'agir comme bon lui semblait et parfois même au-delà de la sphère F1. Puis Balestre, c'est aussi une certaine rivalité avec Senna qui fait encore aujourd'hui couler beaucoup d'encre. Best decision is my decision. Redoutable antagoniste d'Ecclestone, il fut parfois un véritable allié du Britannique, ce qui a fait pas mal de dégâts. Je pense que si ce top était sur le sport automobile et pas que sur la F1, Balestre serait plus haut, mais dans la sphère F1, je pense qu'il est à sa place. Numéro 9, Jean Todt. Comment passer de copilote à président de la plus haute instance automobile? Avec de la hargne, de l'intelligence, de l'opportunisme et de la ruse. Jean Todt, c'est celui qui a ramené Ferrari au sommet. Recruté par Luca Di Montezemolo en 93, après ses succès avec Peugeot, Groupe B, Pikes Peak, Dakar et Sport 3 Litre 5, Jean a reconstruit la Scuderia. Il a adapté à son époque et a fait beaucoup de recrutements stratégiques. Michael Schumacher, bien entendu, mais aussi Rory Byrne et Ross Brown. C'est une présence au sommet de la Formule 1 longue de 15 ans avant de prendre la tête de la FIA, et donc de continuer d'influencer le monde de la course automobile. Puis, à force, on connaît le sport auto et les enjeux de réglementation soutenus ou combattus par les constructeurs et ses représentants. À ce jeu,
Jean Todt a dû avoir un impact fort important dans les décisions en coulisses de la F1. Peugeot comme jurisprudence. Numéro 8, Max Mosley. Parlons du prédécesseur de Jean Todt et du successeur de Balestre à la FIA, Max Mosley. Lui aussi, son influence s'étend sur plusieurs décennies. Max a gravi les échelons. Avocat de formation, il eut une courte carrière derrière le volant avant de raccrocher le casque. Co-fondateur de l'écurie March, il devient le principal allié de Bernie Ecclestone dans les années 70. Par ses connaissances juridiques, Mosley a bien aiguillé Bernard et sera pendant plus de 10 ans une figure essentielle de la F1 via son rôle dans la FOCA, l'organisme qui gérait la discipline. Enfin, en 1991, il est élu à la présidence de la FIA qu'il tiendra jusqu'en 2009. Ainsi, grâce à lui, Ecclestone avait la main mise sur le pouvoir financier et commercial qu'il gérait directement et sur le pouvoir sportif dont Mosley était le président. Puis Max, c'est aussi une grande part de responsabilité dans l'évolution de la sécurité en sport auto. Une voix décisive même. Numéro 7, Ayrton Senna, le pilote le plus influent de la F1. Un pilote qui suscite encore aujourd'hui une profonde admiration et de profonds regrets. Celui qui inspire des générations de pilotes et de fans, même s'ils ne l'ont pas forcément connu. Senna, c'est un coup de volant magique, une vitesse phénoménale et une précision chirurgicale. Bien sûr, Senna c'est également un côté mystique qui a fédéré beaucoup de monde à travers le globe et qui l'emportait au nu, au point même que certaines de ses fautes en soient occultées. Ayrton, c'est peut-être le pilote le plus populaire de la F1 dont l'histoire s'est achevée prématurément. Le traumatisme et le grand vide laissé en ce 1er mai 1994 scellera définitivement la légende d'Ayrton Senna, et cet accident fera bouger beaucoup de choses pour la sécurité, plus que n'importe quel autre pilote. Numéro 6, Flavio Briatore. Alors oui, c'est moins merveilleux, mais Flavio c'est un personnage incontournable de la F1. Avant d'arriver, Briatore eut beaucoup de vie et aura même quelques ennuis avec la justice, ce qui place le personnage. Businessman redoutable, il obtient la tête de l'écurie Benetton en 88 et va la porter au plus haut, par des recrutements intéressants comme Ross Brown ou Piquet, dont la rémunération était très particulière, mais aussi Schumacher qui ne chie pas à Jordan. D'un point de vue sportif, Flavio a lancé Schumacher et Alonso. C'est aussi l'incarnation du retour de Renault. Limogé par Benetton fin 97, il est revenu en 2000 lorsque le Losange a repris l'écurie Lenston. Mais Briatore, c'est aussi beaucoup de magouilles. La Benetton de 94, ou bien entendu le scandale du Crashgate qui le conduira à sa perte. Et là, je ne parle que des plus connus. Briatore, c'est une exploitation maximale des règles, un équilibriste entre jeu et anti-jeu, mais c'est aussi une voix importante et très influente dans les décisions de la F1, et encore aujourd'hui, certaines de ses actions portent encore sa signature. Et son retour à la tête de son ancienne écurie n'y est pas étranger. Numéro 5, Ross Brown. Par où commencer ? Ross Brown, c'est tout d'abord un ingénieur hors pair qui a contribué au succès de beaucoup d'autos. Il s'est révélé chez Williams en 1979 et permettra à Frank de remporter ses premiers succès avec un travail minutieux sur l'aéro. A l'instar de Newey, l'organigramme rigide de Williams le fera fuir. S'il tentera l'aventure de Carl Haas, Brown s'illustrera en endurance avec les Jaguars XJR14 avant de revenir en F1 chez Benetton et de retrouver les sommets. Recruté par Jean Todt, il sera l'un des principaux acteurs du succès de Ferrari. On connaît l'histoire. Ross, c'est aussi un fin stratège qui a retourné plus d'une course à son avantage. Hongrie 98 ou France 2004 pour ne citer que les plus connus. Aussi, Brown, au-delà de son apparence nounours, on va dire, c'est un redoutable compétiteur qui navigue proche de la limite. Combinez ces trois traits de caractère et vous obtenez un succès inattendu avec Brown GP en 2009. Ensuite, il fera revenir Schumacher, posera les bases de Mercedes et sera l'un des principaux dirigeants de la F1 lorsque Liberty Media prendra les commandes en 2017. Les F1 version 2022 et plus généralement les remaniements techniques qu'a connu la discipline ces dernières années, c'est lui. Numéro 4, Ron Dennis. On pourrait presque l'oublier, mais à l'image de Balestre avec Ecclestone, Ron Dennis est quelque part l'antagoniste de Ferrari, tant sur la piste qu'en dehors. C'est un des nombreux points de vue possibles. Dennis est l'un des chefs d'équipe les plus victorieux. Très rusé, il a pris par un petit coup d'état les commandes de McLaren en 1980. Ainsi, il a fait revenir Lauda, il a repris Prost, il a recruté Senna, Häkkinen, Coulthard, Raikkonen, Montoya, Alonso et surtout Hamilton, qu'il suivait depuis le karting. Ron Dennis, c'est 10 titres pilotes et 7 titres constructeurs, et une présence importante dans les décisions stratégiques de la F1. Un compétiteur glacial qui pourtant s'attachait beaucoup à certains de ses pilotes. Sa relation avec Prost puis avec Senna était toute particulière. Le sentiment de redevabilité qu'il eut envers Häkkinen est touchant. L'admiration qu'il portait à Raikkonen ou l'audace qu'il eut avec Hamilton est également remarquable. Quand il n'était pas en train de gagner, Ron Dennis, c'était l'épine dans le pied de Williams et de Ferrari, et ça a duré plus de 30 ans.
Puis Ron Dennis, mine de rien, c'est aussi l'un des plus gros scandales de la discipline, avec le Spygate. Ouais, je pense que Ron est à sa place. Numéro 3, Colin Chapman. Je pense que cet Anglais est l'ingénieur le plus influent de la F1. C'est lui qui a le plus techniquement redessiné la catégorie. L'un des premiers à véritablement travailler l'aérodynamisme de ses voitures. Une position du pilote très basse, presque allongée, c'est lui. L'apparition des ailerons, c'est lui. Les radiateurs sur le côté, c'est lui. Rompre avec la tradition des livrées aux couleurs nationales pour donner la part belle aux sponsors, c'est lui. Rien que pour JPS, ça mérite une mention. Les Wincars, c'est lui. Alors bon, toutes ces innovations ne sortent pas directement de ses ateliers, mais c'est lui qui les a introduites durablement en F1. Bref, la F1 porte aujourd'hui la signature de Colin Chapman. Hélas, par ses prises de risques techniques, ces voitures étaient particulièrement dangereuses et beaucoup de pilotes se blesseront ou perdront la vie dans ces autos. Bien sûr, on pense à Jim Clark, mais nous avons aussi Alan Stacey, Ricardo Rodriguez, Gary Hawking, Mike Spence, Jochen Rindt ou encore Ronnie Peterson. Au-delà de ce morbide pédigré, Chapman c'est aussi beaucoup de victoires et de titres avec tous ses pilotes, plus Graham Hill, Emerson Fittipaldi ou Mario Andretti. Et puis, encore une fois, en tant que garagiste, il était un atout considérable pour Bernie Ecclestone lors du conflit FISA-FOCA. Numéro 2, Enzo Ferrari. Par le mythe qu'il a construit, Enzo est l'un des personnages les plus importants de l'automobile et du sport automobile. Celui dont la marque fait rêver des millions de gens à travers le globe, si ce n'est des milliards. La marque automobile la plus connue dans l'activité principale, la seule qui en valait la peine aux yeux du Commendatore, la course. Et dans l'univers de la course, une catégorie était privilégiée par Ferrari, la F1, bien évidemment. De Modène, puis de Maranello qu'il ne quittait que très rarement, Enzo envoyait ses autos et ses pilotes conquérir les circuits du monde entier. Et si parfois certains de ses fidèles ne revenaient jamais, souvent, c'était avec des trophées que ces derniers rentraient au pays. Puis Enzo, c'est une image forte, l'incarnation d'un mythe dont l'aura était très intimidante. L'anecdote de Johansson, pilote Ferrari en 85 et 86, l'illustre bien. Pour le Suédois, le simple fait d'avoir rencontré Monsieur Ferrari était un accomplissement, sans même parler du contrat qu'il venait de signer. Bien que très cartésien et terre à terre, Niki Lauda admirait ce qu'Enzo Ferrari avait bâti. Deux hommes au caractère opposé, mais qui se vouaient un grand respect mutuel. Et comment ne pas parler de sa relation avec Gilles Villeneuve, le chouchou du Commendatore. Clairement, Enzo Ferrari a fait et défait bon nombre de carrières au fil des décennies. Par la présence de sa marque et ses nombreux succès année après année, Ferrari est devenu l'icône de la F1. Bon nombre de personnes ont cru un jour que le F de F1 signifiait Ferrari, c'est dire. Mais Enzo, c'est aussi une importance politique de taille. Toujours dans ce conflit FISA-FOCA, sans lui, la situation aurait peut-être dégénéré et la F1 aurait, dans un scénario plus dystopique mais réaliste, bien pu disparaître. En 1982, lors des accords Concorde signés entre les deux entités représentées par Ecclestone et Balestre, Enzo Ferrari se porta garant de tout cela. Ouais, on lui doit bien plus que de simples voitures rouges. Avant de passer au numéro 1, laissez-moi vous citer quelques mentions honorables. En gros, les autres personnalités que j'ai envisagées. Jim Clark. J'ai hésité à le mettre dans le top 20, ça s'est joué avec Hamilton, et il faut dire que l'Écossais ne l'aurait pas volé, même si le temps efface sa trace. Jim Clark, c'est celui qui dominait la discipline dans les années 60, et qui s'est élevé au rang de légende par un coup de volant si pur. C'était l'homme à battre, le bras armé de Colin Chapman, et le visage de la F1 pendant plusieurs saisons. Double champion du monde, 25 victoires en Grand Prix, 44 si l'on compte les courses hors championnat, ainsi qu'une victoire à l'Indy 500. C'est un palmarès gigantesque, mais qui aurait pu être bien plus grand s'il avait eu plus de réussite. Mais Jim Clark, c'est aussi un choc par sa disparition brutale lors d'une course de F2 en 68 à Hockenheim, balayant ainsi la croyance que seuls les moins talentueux étaient fauchés. Sa disparition donna du crédit à Stewart dans son combat pour la sécurité. Par sa présence au sommet pendant 15 ans dans une des époques les plus compétitives de l'histoire, Prost a eu un impact énorme sur la F1. Par son aspect politique, sûrement, par ses rivalités, on n'en pas douter, et par son intelligence de course, le professeur est l'un des pilotes les plus importants de la F1. Nous avons aussi Bruce McLaren et Frank Williams, tous deux fondateurs de deux équipes légendaires qui font partie des mythes de la discipline. J'ai envie d'évoquer Helmut Marko également, lui aussi a fait et défait beaucoup de carrières. Vettel, Ricciardo, Sainz et Verstappen sont ceux ayant eu le plus de succès. A contrario, les Kvyat, Gasly, Albon ou même Buemi ou Bourdais ont certainement un avis légèrement différent. Je ne pouvais pas ne pas l'évoquer, mais Murray Walker fut pendant des années la voix iconique de la F1. Celui qui nous a offert beaucoup de moments cultes par ses phrases et ses envolées. J'ai aussi envie de citer Bernard Dudot, celui que l'on considère comme le père du moteur turbo qui modela la F1 des années 70-80. Puis parfois, il est impossible de ne réduire les innovations qu'à une seule personne.
Les nombreuses avancées qu'il y a eu du côté des pneumatiques, par exemple, sont le fruit du travail d'un groupe et d'une marque. Alors oui, peut-être que Pierre Dupasquier de Michelin sort du lot, mais de là à dire qu'il est un des personnages les plus influents de la F1, je ne pense pas. En revanche, le numéro 1 est incontestable. Numéro 1, celui que j'ai cité 9 fois dans cette vidéo, Bernie Ecclestone. Celui qui a pris tout simplement le pouvoir en F1 et a conduit cette discipline à un tel niveau de popularité. Bernie, c'est le malin, le rusé, le roi de la F1. Dans un premier temps pilote, il a même un engagement en Formule 1 lors du Grand Prix de Monaco 1958, Bernie deviendra par la suite manager. Il aura sous son aile des Stewart Lewis Evans ou encore Jochen Rindt, deux grands regrettés de la F1. Mais Bernie, c'est un opportuniste qui sait naviguer dans un océan de requins, et petit à petit, il est devenu le plus féroce d'entre eux. Dans les années 70, il a pris les commandes de Brabham et redressa cette équipe pour la replacer au sommet, avec bien sûr quelques petits arrangements de par sa position au sein de la F1. C'est lui qui a fédéré tous les garagistes et a déclenché le conflit FISA-FOCA. Il voulait une meilleure redistribution de l'argent et il l'a obtenu, entre autres. Car rapidement, les télévisions, les circuits, les sponsors, les constructeurs, les pilotes ont dû passer par lui. Il avait la main mise sur tout. Alors, par sa position de choix, il eut plus de marge de manœuvre avec son équipe qu'il cédera dans les années 80 pour se concentrer pleinement sur la gestion de l'aspect commercial de la F1. C'est grâce ou à cause de lui que la F1 se déplacera sur des grands prix dont l'intérêt est plus financier que sportif. C'est grâce à lui que la F1 n'a plus eu de concurrence sérieuse autour d'elle. C'est grâce à lui que la diffusion télé est devenue si importante. Bernie a cerné mieux que personne le potentiel de la F1 et il l'a exploité. Pendant 40 ans, la F1 a été influencée par Bernie Ecclestone, et ce, à tous les niveaux. Mais c'est vrai que sur la fin, il ressemblait plus au vieillard grincheux et avide qu'au génie opportuniste, et il fallait qu'il cède sa place. Car dans les années 2010, la F1 allait très mal et il fallait un nouvel élan. Mais si elle a atteint un tel standard, c'est grâce à Bernie Ecclestone, car les intérêts de la F1 étaient les siens, et vice versa. On arrive au bout de ce top 20, j'espère qu'il vous a plu. Je me répète encore une fois, mais c'est subjectif, donc ne m'allumez pas en commentaire en me disant j'aurais pas mis Schumacher 14e, j'aurais mis Schumacher 13e. Bon, limite c'est que ça, c'est mignon. Mais voilà, vous comprenez par là que chacun a son avis, sa sensibilité en fonction de l'histoire, de ses connaissances de la discipline. Donc voilà, limite, proposez-moi le vôtre en commentaire et je serai curieux. Je pense que Ecclestone sera souvent bien placé. Bref. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire sur la plateforme. De ce côté-là de l'écran, il y a les noms de ceux qui ont décidé de rejoindre la chaîne. Merci beaucoup. Mais surtout, n'oubliez jamais le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. À la prochaine. Vous voyez, hein, c'est complété ici. Il y a les displays qui sont de retour. Ah, c'est dommage, le Monaco, il est un peu bas dans le cadre. Enfin, on voit pas le bas du cadre. Hop là. Après, c'est un peu con comme ça. Je n'ai pas tourné non plus en étant... à moitié plié, ça n'a aucun sens. Quoique... Eh ouais, mais là, du coup, c'est le trophée qui est pas bon. Le problème, c'est que si je remonte tout, ben... Ça peut pas, parce que faut que ce soit à peu près au milieu, là. C'est emmerdant. Ah, mais là, c'est pas mal. Ah, mais non, le trophée, c'est pas bon non plus. Ah si, c'est bon. On se rôde, hein. On se rôde ensemble. Voilà. Ouais, là, c'est mieux. J'aurais pu faire attention. Prochain coup, je ferai un peu plus attention. Il y a un mini canapé qui dépasse un petit peu, mais bref, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est un élément du décor. J'espère qu'il vous plaît en tout cas. Vous avez vu, hein, la LED a changé de couleur par rapport à la dernière vidéo, c'est fou. On peut changer de couleur à chaque fois. Bref, des bisous.